Bonjour Corinne. Bonjour Olivier. Alors on est aujourd'hui chez toi, dans le canton de Zurich. On n'en dira pas plus, mais c'est à Zurich. Je suis venu jusque-là pour te rencontrer. Tu m'as envoyé beaucoup de documents avant que je vienne sur ton cas, sur beaucoup de cas qui se passent ici par rapport aux enfants. Et donc on voulait t'écouter. Tu parles très bien français. On voulait écouter qu'est-ce qui se passe à Zurich par rapport au placement des enfants. Est-ce que tu as beaucoup de choses à nous dire, je sais. Par quoi tu veux commencer? Peut-être je commence avec un résumé du cas. Je pourrais en parler pendant une semaine sans arrêter, mais je vais essayer de le faire en 5 minutes juste pour que les gens sachent ce qui se passe dans leur voisinage, parce que je sais que ça se passe à Genève, en Romandie, et ça se passe en Suisse alémanique, au Tessin, ça se passe en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. J'ai des contacts avec des mamans surtout dans tous ces pays. Et ce qui se passe, c'est qu'on enlève des enfants qui sont très bien à la maison, chez leurs parents, chez leur maman, qui sont en bonne santé, qui sont heureux, et on les enlève par des verdicts mensongers, et on les enlève souvent par force policière. C'est des situations qu'on ne peut même pas s'imaginer. Après, on les met soit dans des foyers ou dans des placements inversés. On les remet auprès du parent abusif, qui soit les viole ou les bat. C'est pourquoi on parle de placement inversé ou placement abusif. Alors ça m'est arrivé à moi, ils ont débarqué à 8 personnes ici chez moi le 26 juin 2019 et ils m'ont enlevé mes 2 filles qui à l'époque avaient 6 ans et 8 ans, enfin c'était 2 semaines avant le 6e anniversaire. Et on les a mis dans un foyer pendant 3 mois. Ensuite on les a replacés dans un autre foyer dans le canton de Grisons. Et c'est un foyer anthroposophe pour des adolescents. Et mes filles, c'était jardin d'enfants et première classe primaire. On les a mis dans l'appartement d'un employé de ce foyer et de sa femme, qui avait déjà 2 garçons. Là, ils sont restés pendant 21 mois. Pendant ce temps-là, le père des enfants, qui a déclenché ce placement par des rapports mensongers, le père des enfants a commencé une relation avec la femme de l'employé du foyer. Et ensuite, la juge a enlevé à moi le droit parental, a donné la garde unique au père. Et ces 2 personnes-là se sont enfuies avec mes enfants, avec les fils de cette femme, dans le canton de Thurgau. Voilà, si ce n'est pas assez suffisamment choquant déjà, il va en avoir plein d'autres choses qu'on ne croit pas. Et je tiens à dire que d'abord, dans cette interview, dans tous interviews que je donne, j'exprime évidemment mes sentiments personnels, mais je peux prouver chaque phrase que j'ai dit avec les documents, avec des témoignages. Et ce que je dis, c'est vrai. Et je peux le prouver. C'est ça, tu m'as envoyé en amont de cette interview beaucoup de documents. J'ai pu voir tous ces documents. Et puis aussi, on tient à préciser que si des gens souhaitent répondre, amener d'autres éléments à ton histoire, volontiers, je me déplace avec la caméra. Mais aujourd'hui, on est là pour toi, pour écouter ton histoire et pour écouter aussi toutes les histoires que tu entends ici en Suisse allemande. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer, parce que c'est ça qui m'a surpris d'abord, les raisons pourquoi on t'a enlevé comme ça tout à coup violemment les enfants. Oui. C'est aussi, comme j'ai dit, les choses que je vais dire vont paraître tellement absurdes, mais quand je dis sont vraies. Alors, ce qu'on me reprochait, c'était que je nourrissais pas suffisamment mes enfants, c'était que qu'ils n'avaient aucun contact avec d'autres êtres humains et que j'allais les tuer. Ça s'appelle suicide élargi. Alors, toutes les 3 reproches qui sont venus de la plume du père, c'est des mensonges graves qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et
ils sont débarqués ici, les 8 personnes des autorités cantonales, de manière super provisoire. Ça veut dire j'avais aucun droit à l'écoute ou à une audition. Et pour le super provisoire, il doit avoir danger imminent. Et la juge, elle a mis comme danger imminent que dû à mes connaissances de plusieurs langues étrangères, il y a danger imminent que pendant les vacances d'été, je pourrais m'enfuir avec mes enfants à l'étranger et commencer une nouvelle vie dans un autre pays. Quand j'ai lu ça dans le jugement, j'ai éclaté de rire, dans mon désespoir, parce que ça me paraît tellement ridicule que je me suis dit, bon, si on va faire recours au tribunal cantonal, ils vont rigoler parce que c'est tellement absurde. Mais non, ça on sait aussi depuis 4 ans et demi que ça dure, que ce qu'un employé de la KESP, en Suisse alémanique ça s'appelle KESP, c'est le SPMI en Suisse romande. Le service de protection des mineurs, suisse allemand, à Zurich. On a compris qu'un employé de la KESP peut décider ce qu'il veut. Il sera couvert par le tribunal, d'abord par le tribunal du district, ensuite par le tribunal cantonal et ensuite par leurs copains à Lausanne. Je les appelle comme ça parce que c'est pas autre chose. On croit toujours à les juges à Lausanne, ça doit être les plus corrects, les plus érudits. C'est pas du tout le cas. Ils couvrent chaque décision qui est prise au premier niveau. Alors ils ont fait ça de manière super provisoire. Ils me ont enlevé sans que je puisse être entendue, sans entendre les enfants. Mais même après, il y avait tout de suite, on a prouvé le contraire. On a prouvé que c'était des allégations fausses, que j'étais ni suicidaire. Si j'étais suicidaire, est-ce que je serais encore là après 4 ans et demi de lutte? Non. Et les 2 autres accusations que je n'allais pas les nourrir suffisamment, c'était menti aussi. Et le père des enfants qui a donc exprimé ce mensonge auprès du SPMI, il savait que c'était un mensonge parce qu'il était en contact avec la pédiatre et il l'a toujours rassuré. Il a dit « Vos enfants vont très bien à tous les niveaux, développement social, émotionnel, physique, tout. » Alors il savait qu'ils allaient bien. Et pourtant, il a prononcé ces mensonges qui ont été la base d'une expertise sur laquelle la juge s'est basée pour me les enlever. C'est comme ça marche aussi dans tous les cas dont j'ai connaissance. Il essaie de se protéger, la juge, et se protège en commandant une expertise qui est évidemment, comment on dit ça en français, la juge commande pas seulement l'expertise, mais elle commande le résultat aussi. Ça, c'est une évidence que c'est pas moi qui invente ça, on le sait. Alors, la psychologue, qui n'était même pas pédopsychiatre, mais c'était seulement une psychologue, a fait donc l'expertise que la juge voulait pour dire qu'il faut enlever les enfants à la maman parce qu'ils ont des retards de développement au niveau émotionnel et social, ce qui est menti parce qu'on avait une dizaine de rapports qui disaient le contraire. Et alors la psychologue, elle fournit cette expertise à la juge, et la juge, elle dit « Ah, mais moi je me base sur l'expertise, c'est pas moi qui décide. » Comme ça, ils essaient de se sauver, mais ils vont pas réussir. On a déjà fait porter une plainte pénale contre la juge et contre la psychologue, que pour le moment n'aboutissent pas parce que justement, il a leurs copains dans les tribunaux. Ça peut paraître, il peut paraître que j'ai une manière un peu légère de m'exprimer, mais c'est ça, ce sont leurs copains qui vont toujours les protéger. Donc tu as déjà, combien de temps s'est passé entre cette mesure superprovisionnelle qui a lieu aussi à Genève, il y a beaucoup de mesures superprovisionnelles. J'ai fait une vidéo où il y a une mesure superprovisionnelle pour aller visiter le musée du bonbon Haribo. Ça en devient presque comique, oui. C'est un peu exagéré peut-être, mais quoi qu'il en soit, ils utilisent beaucoup cet outil de la mesure superprovisionnelle. Combien de temps s'est passé entre cette mesure superprovisionnelle, au moment où ils t'ont enlevé tes enfants, et le moment où tu as pu être entendu, et est-ce que les enfants ont été entendus aussi? Alors, ils se sont passés
L'enlèvement, c'était le 26 juin. La réunion au tribunal, c'était mi-juillet, je crois 17 juillet. Alors, se sont passés 3 semaines. C'est super provisionnel parce que c'est super dangereux, mais après, assez rapidement, on doit être entendu. Alors, j'ai été entendue 3 semaines après. Évidemment, on avait déjà toutes les preuves, notamment le truc du suicide qui est complètement absurde. Et à ce moment-là, au plus tard, la juge aurait dû me rendre mes enfants. Mais elle ne l'a pas fait et on a perpétué cette décision. Et c'est une astuce, le truc du super provisoire, parce qu'on fait des choses qui sont illégales, tout le monde le sait, et après on se base sur ça et on construit verdict sur verdict basé sur des mensonges. Et alors, la question si les enfants ont été entendus, en 4 ans et demi d'enlèvement, mes enfants n'ont jamais été entendus. Et ça, c'est une faute primordiale. C'est très, très grave parce que dans la Constitution fédérale, c'est marqué, je ne sais pas par cœur, mais c'est plus ou moins un enfant de 6 ans doit être entendu. Et pas seulement entendu, son opinion doit entrer dans la prise de décision de manière, considérable. Alors on ne peut pas entendre des enfants dire on veut retourner chez notre maman et puis dire oui mais dans l'intérêt supérieur, c'est une autre expression très importante qui a été créée tout simplement pour donner carte blanche aux autorités, à des parents abusifs pour faire ce qu'ils veulent, parce qu'on peut toujours argumenter, oui, l'enfant veut rentrer chez la maman, mais l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de grandir en foyer ou chez un père abusif. Ils ne vont pas formuler de cette façon, mais c'est un mot-clé très important. Il y a plusieurs mots-clés qu'au début, on ne connaît pas, et après, on les reconnaît, on les revoit dans toutes les langues, dans tous les cas qu'on rencontre de placements abusifs. Alors, mes enfants n'ont jamais été entendus, et on a demandé ça dans chaque recours, au tribunal de district, tribunal cantonal, à Lausanne évidemment, et on ne le respecte pas. On ne demande pas aux enfants, mais c'est même pas nécessaire de leur demander parce que tout le monde connaît leur opinion, parce qu'ils veulent retourner chez maman. C'était encore au tribunal le 18 mars 21, avant donc que la juge me retire mes droits parentaux et envoie les enfants chez le père et chez cet employé. Dans cette réunion, cet employé qui avait donc l'affaire avec le père des enfants disait « Oui, c'est clair, les enfants veulent retourner chez leur maman, ils me le demandent tous les jours. » Alors, tout le monde connaît l'opinion des enfants depuis 4 ans et demi et c'est complètement ignoré et pas respecté. Et là, on revient peut-être à c'est clair que c'est un scandale, mais on doit se rendre compte que ce sont des infractions de loi et ce sont des actes criminels, voilà, c'est ça. C'est ça, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est la relation que tu as pu garder avec tes enfants une fois qu'ils t'ont été pris. Comment ça s'est passé? Tu as pu leur rendre visite, tu as pu être avec eux régulièrement, tu as pu les appeler au téléphone. Comment ça s'est passé? Ça, c'est aussi très intéressant. On observe ça dans plusieurs cas. Au début, ils font semblant qu'ils respectent les règles. Alors, ils respectent les règles de droit de visite. Parce que ça aussi, ça fait partie du code de la Constitution fédérale et du code civil. C'est l'article 275, ou plutôt 273. Si les enfants sont enlevés, le parent qui n'a plus les enfants a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les enfants. C'est un droit de base. Au début, ils l'ont respecté. On a pu téléphoner 2-3 fois par semaine. J'ai pu les voir 2 fois 2 heures par semaine. Enfin, déjà là. Et on a trouvé dans le dossier de là, je ne connais pas le nom en français, curatrice.
C'est quelqu'un qu'on met à la place d'un parent. C'est Oui. curatrice. La curatrice, oui. On a trouvé, c'est une trouvaille, les fiches de cette curatrice parce que, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a trouvé plein de choses. On a énormément de matériel pour démontrer l'illégalité de ce placement. Alors, au mois de juin, on me les a enlevés. Au mois de septembre, elle a mis dans ses fiches, c'est pas encore le moment de réduire le contact maman-enfant. C'est extrêmement important, ce document, parce que ça montre le plan qui est derrière. Et ça montre aussi qu'en tant que maman désenfantée, on n'a jamais raison. Parce que quoi qu'on fasse, on est toujours dans le tort. Si on se tait, on dit, ben voyez, elle est d'accord. Si on se révolte et si on exprime qu'on n'est pas d'accord, on dit, ah, elle n'est pas coopérative, elle devrait être plus sage. Si on pleure, on dit, ah, regardez, c'est hystérique, elle n'arrête pas de pleurer. Si on ne pleure pas, ah, c'est une maman froide, mais finalement, elle ne s'intéresse pas du tout aux enfants. Quoi qu'on fasse, on n'a jamais raison. J'ai expliqué ça dans une vidéo avec le jeu du bonneto où on perd tout le temps. Oui. Quoi qu'on prenne comme carte, de toute façon, on a perdu. Hein. Et c'est ça que les gens devraient comprendre, et surtout les parents concernés, parce qu'on a tous peur, c'est normal. Et on nous enlève ce qui est le plus cher pour nous. Et après, on a un instrument de pression absolument incroyable, parce qu'on peut toujours dire « Ah, on va annuler cette visite. Ah, on va annuler ce téléphone. » Alors nous, on se tait, on fait tout ce qu'on nous demande, mais on doit comprendre, même si on fait tout ce qu'on nous demande, ils ont leur plan qu'ils avaient déjà en septembre 2019 et ils ont fait tout ce qu'ils avaient déjà planifié, c'est-à-dire ils ont travaillé pour avoir aucun contact entre maman et enfant. Et ça, c'est c'est une autre nouvelle choquante. Ça va faire 3 ans, en ce moment c'est 2 ans et 3 quarts que mes enfants et moi, on n'a pas eu de contact. Pas seulement pas de visite, mais pas de téléphone, pas de lettres. J'ai pas pu donner des cadeaux de Noël ou d'anniversaire. En mai 2022, mes enfants avaient préparé des cadeaux pour le jour de la maman. J'ai jamais vu ce cadeau. Je sais pas ce qu'on en a fait. J'imagine qu'on les a enlevés aux enfants. On leur a dit on va les donner à maman. Et puis, quand ils n'ont pas eu de réaction, je suppose qu'on leur a dit, ben voyez, votre maman ne dit même pas merci. Mais déjà, ça, c'est pas normal. J'attends pas qu'on me croie ou je sais pas, enfin, même si je dis la vérité, mais rien que ça, pas de contact entre maman et enfant pendant presque 3 ans, c'est illégal, c'est pas normal. Et même si j'étais aussi dangereuse qu'on doit être pour ne pas voir ses enfants pendant 3 ans, pourquoi alors je me promène encore librement? C'est même pas logique. Mais surtout, c'est intéressant aussi, il faut savoir, tout le monde est au courant, j'ai jamais rien fait à mes enfants et aucun enfant. J'ai travaillé avec des enfants. Tout le monde le sait. Ce qu'on me reproche maintenant, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les cas. Les reproches ou les raisonnements ou les raisons pour lesquelles on enlève les enfants ou on les laisse plus avoir du contact avec les parents, ça varie en fonction. Alors au début, c'était donc mes connaissances linguistiques ou le suicide. Et après, tout de suite après, quand on savait que c'était pas vrai, est venue elle est arrogante avec la curatrice, elle s'exprime publiquement. Alors, dans le dernier jugement de la juge, le jugement, c'était du janvier 2023, puis elle a mis 6 mois pour écrire le raisonnement. C'est aussi complètement absurde, parce que normalement, un juge, il écrit son raisonnement et il arrive à une conclusion, et c'est ça le verdict. Mais non, elle donne le verdict en janvier 2023, et elle fournit l'explication 6 mois après. Et dans ces 6 mois après, elle a écrit 135
135 pages, ça aussi, c'est pas normal. Et sur à peu près 120 pages, et s'étale sur mon arrogance, que j'accepte pas ce placement, que des trucs qui n'ont rien à voir avec mes capacités éducatives. Et elle prouve, même par ce raisonnement, qu'elle a rien à me reprocher en tant que maman, mais qu'elle me déteste pour des raisons quelconques, je m'en fous. Et c'est pas une raison pour enlever les enfants, c'est pas une raison pour détruire une maman, c'est pas une raison pour détruire 2 enfants. Parce que c'est pas seulement la maman qui n'a pas le droit de voir ses enfants, ce sont 2 enfants qui n'ont pas le droit de voir leur maman. C'est ça, alors comment tu as des nouvelles aujourd'hui? Parce que l'arrêt des communications a été très brutal, si j'ai bien compris. J'ai aucune information. Et ça aussi, c'est infraction d'un autre article de loi, c'est l'article 275 du Code civil. C'est information et renseignement. Alors, la maman ou le papa qui ne vit pas avec les enfants, ils ont le même droit d'être informés des événements particuliers de la vie des enfants. Et ils ont le droit de demander ces informations aux médecins, aux professeurs, aux enseignants, pour être au même niveau d'information. Et même ça m'a été coupé. Et c'est complètement illégal. Et on a essayé d'obtenir des informations, mais on ne reçoit même pas de réponse de la part des enseignants ou des médecins. Encore plus, on m'a défendu de prendre contact avec les médecins et les enseignants. Et si je le fais quand même, c'est tout de suite une infraction contre l'article 292 du Code pénal, parce que ça aussi, c'est une astuce qu'on retrouve partout. Alors, comme ils n'ont pas de base légale pour interdire tout contact, ils construisent une base par une interdiction. Voilà, j'ai pas le droit de parler aux enfants, bien sûr, j'ai pas le droit de parler à leurs enseignants, aux médecins. Et si je le fais quand même, j'ai une plainte pénale. Et j'en ai 5 déjà, parce que j'ai pas toujours respecté ce qu'ils m'ont défendu, parce que c'était illégal. Et c'est un point aussi assez important, la rupture de droit de contact, parce que ça a déjà commencé au mois de janvier 2020. Alors c'était après 9 mois de placement. Et ça a été mise en scène, disons comme ça, par la femme qui gardait mes enfants, qui après a commencé une relation avec le père des enfants. Et c'est elle qui a dit que j'avais menacé et offensé des employés du foyer, ce qui n'est pas vrai. Et parce que j'étais tellement agressive et arrogante, on devait m'interdire de voir les enfants. Enfin, c'est pas logique en soi. La juge a dit « Ah, c'est des allégations assez graves, il faut le prouver, vous avez 5 jours pour les prouver. » Au bout de 5 jours, aucune preuve, parce que je ne l'ai jamais fait. Alors on a dit à la juge « Alors vous arrêtez l'interdiction de contact tout de suite, parce que ce n'est pas prouvé. » Et la juge, elle dit alors « C'est à moi de prouver que je ne l'ai pas fait. » Qu'est-ce qu'on veut dire à ça? Et la conséquence aujourd'hui, c'est que tu as une interdiction même de pénétrer dans le village où sont tes enfants, c'est ça? C'est ça, j'ai interdiction de rayon de toute la ville de Kreuzlingen. Je ne sais plus exactement combien d'habitants, mais c'est une ville. Et ça aussi, c'est pas normal. J'en connais des mamans qui ont demandé une interdiction de rayon de 500 mètres par rapport à un père violent qui les a violés, battus, ils l'ont pas reçu. Et moi, qui j'ai jamais rien fait, ni à mes enfants, ni à autre personne, j'ai interdiction d'une ville entière et ça dure depuis 2 ans et demi. Et avant, j'avais interdiction d'une grande partie des Grisons, ce qui est absurde complètement. Et juste pour revenir à la rupture de droit de contact, c'est donc dû à cette femme qui a maintenant une relation avec le père des enfants. Après, on ne s'est pas vu pendant 3 mois, je crois.
Et après, ils ont installé les visites médiatisées. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les cas. Et c'est quelque chose de très perfide. Parce que, d'accord, on permet le contact entre parents et enfants, et on fait tout pour avoir ce contact. Mais en même temps, il y a une ou deux personnes, comme dans notre cas, il y avait 2 personnes. Il y avait une femme qui venait avec nous aux toilettes parce que la femme qui gardait mes enfants l'avait exigé. On a lu ça aussi dans les fiches de la curatrice. Elle a exigé que quelqu'un nous accompagne aux toilettes. Alors, c'est une ambiance très bizarre parce que les enfants, ils ne comprennent pas, évidemment. Ils sont contents de voir la maman, mais après, il y a toujours ces 2-là qui écoutent, qui regardent. Alors, le but de ces visites médiatisées, c'est de donner l'impression aux enfants que la maman est dangereuse, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et nous, on est là pour la protéger. Alors, je connais des mamans, ou même, il y a un cas en Romandie d'un papa qui va à cette visite, ces droits de visite médiatisés, mais comment on dit, à la longue ou après une certaine durée, pour les enfants, c'est très perturbant parce qu'ils finissent par croire le narratif qu'on leur raconte chaque jour, que la maman est malade ou est nocive, ou il faut faire attention. Et comme ça, il y a toute une mise en scène pour finalement pour influencer les enfants, mais pour les rendre vraiment confus. Alors nous, on a eu droit à des visites médiatisées pendant à partir du mois de mai 20 jusqu'au mois de février 21. Et c'était 4 heures par mois. Et après, on a donc recoupé ce droit de visite au mois de mars 21, 2 jours avant la prochaine visite. Ça aussi, il y a tellement de méchanceté dans tout ça qu'on n'en revient pas. On a coupé une fois le droit de visite, c'était 15 minutes avant le téléphone. 15 minutes avant, j'ai reçu un email comme quoi le droit de visite est coupé et le téléphone n'a pas eu lieu. Je reste sans voix. Hein. Ouais. Est-ce que c'est systémique ce genre de choses, ou est-ce que c'est parce que tu es si dangereuse, je prends beaucoup de risques en venant te voir ici, ou alors est-ce que c'est vraiment systémique? Est-ce que tu as entendu d'autres cas comme ça en Suisse allemande où ça se passe comme ça? Je crois que tout le monde tombe de sa chaise s'il entend ce que tu nous racontes là. Oui, je suis sûre et certaine que c'est systémique. Je connais plusieurs, et même beaucoup de cas en Suisse alémanique, en Suisse romande aussi. Comme je parle donc toutes ces langues étrangères que je parle, mais ça ne me rend pas dangereuse, j'ai des contacts en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Luxembourg, en Bulgarie, je ne parle pas le bulgare, en Allemagne bien sûr, en Autriche. Et j'en connais beaucoup de cas de placement abusif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est systémique parce qu'on voit les mêmes procédures, on lit les mêmes tournures de phrases dans les expertises. Par exemple, ce qu'on lit partout, c'est la relation symbiotique ou fusionnelle entre maman et enfant. Et ça, c'est pris comme base de séparer maman et enfant. C'est vraiment pervers. Mais on retrouve ça, j'en connais au moins une quinzaine de cas, même plus, où j'ai lu ça dans les expertises. Et là, juste pour bien comprendre, je veux revenir juste sur cette femme qui maintenant sort avec le père des enfants, parce que les enfants sont dans un foyer, en fait c'est les concierges du foyer, c'est ça? Alors, le mari de cette femme était employé du foyer pour les adolescents. Et ça, c'est vraiment un des grands mystères du cas. Comment ils ont réussi à envoyer mes enfants dans un autre canton, dans un foyer pour adolescents, et les mettre dans l'appartement de cet employé et sa femme,
qui n'a pas de diplôme correct pour s'occuper d'autres enfants, qui n'a pas de statut de mère d'accueil. Et ils étaient donc dans cet appartement avec ces deux adultes et les deux fils de ce couple qui étaient mariés. Et pendant que mes enfants étaient là, le père des enfants et cette femme ont commencé une relation. Le père des enfants, entre-temps, était déjà marié en Indonésie avec une femme indonésienne. La femme était mariée donc avec l'employé du foyer. Et ces deux-là ont commencé une relation. Et la juge, après, leur a confié mes enfants et les fils qu'elle avait déjà. Et là, ils en sont au deuxième enfant ensemble. C'est abracadabrant. Et il y a eu tellement de moments dans notre cas où les gens m'ont dit « Ah là, ça y est, tu vas récupérer tes enfants parce que ça va pas du tout. » Et quand ils ont rendu public cette relation, dont j'avais déjà l'information parce que quand ils étaient au Grison, je recevais des informations. Et tout le monde m'a dit, et même le foyer, l'avocate des enfants, la curatrice, ils étaient tous choqués. On a tout un échange de mails qu'on a trouvé dans le dossier de la curatrice qui montre que tout le monde était, ça va pas du tout. Après, il y a la juge, a fait 2 appels téléphoniques au foyer, abracadabra justement. La femme qui a été licenciée immédiatement a été re-embauchée comme collaboratrice libre. Alors, rien n'a changé pour elle, même pas de salaire. Et voilà, et 2 semaines après, ils sont partis à Kreuzlingen, où il vit depuis 2 ans et demi. Bon, c'est clair, on entend cette histoire et on dit, mais c'est pas possible, c'est complètement absurde. Mais j'ai entendu une cinquantaine, ou je sais pas combien d'histoires. Et si je les avais entendues il y a 4 ans ou 4 ans et demi, j'aurais eu mes doutes. J'aurais pensé, mais non, on est en Suisse quand même. Mais maintenant que je l'ai vécu avec mes propres enfants, même si l'histoire est complètement folle ou paraît complètement folle, je crois à ces parents qui me le racontent. Et surtout, là, on voit que justement, il y a des lois qui sont bafouées. Il y a vraiment, toi qui ne peux même plus avoir de contact avec tes enfants, même pas échanger des cadeaux de Noël. Enfin, je veux dire, c'est quand même tes enfants à la base. Même si tu étais si dangereuse, ça n'empêche pas, même en prison, quelqu'un qui est en prison, on peut lui rendre visite 1 heure par jour. Enfin voilà, donc là, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça? Est-ce que c'est un cas unique? Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Et je connais je connais surtout des mamans, personnellement, qui ont vécu exactement la même chose, aussi avec les plaintes pénales qu'on leur met dessus pour les faire taire. Après, on est attaqué à tous les niveaux. Souvent, ça va ensemble avec une destruction de la vie professionnelle, évidemment, destruction de la vie familiale, qui est une infraction aux lois, à l'article 14 de la Constitution fédérale, c'est le droit à la famille. Et alors, j'étais en train de dire que c'est la destruction à plusieurs niveaux, au niveau professionnel, familial, bien sûr, personnel, financière aussi, parce que on a des dépenses qu'on n'est pas en mesure de couvrir, c'est clair. C'est quoi les dépenses? Les avocats? Les visites médiatisées te sont facturées? Quelles sont les dépenses? Dans mon cas, les visites médiatisées n'ont pas été facturées, mais je connais des cas en Suisse, c'était en canton de Grison, où des visites médiatisées étaient facturées à la maman. Et je crois une fois, c'était... Enfin, à chaque fois, elle a réussi à trouver cet argent, mais c'était une pression énorme. Et je connais des cas en France, notamment. On oblige les parents à voyager, je ne sais pas, 600 km pour chaque visite. On place les enfants le plus loin possible. Mais c'est vraiment une destruction totale du parent et de l'enfant, bien sûr. Parce que ce n'est pas seulement les parents qui n'ont pas le droit de voir les enfants, c'est les enfants qui n'ont pas le droit de voir leur maman ou leur papa.
Et, et comme j'ai dit, c'est systémique parce que on retrouve les mêmes absurdités dans plusieurs pays. Et ouais, voilà. Et toi-même, tu as dû suivre un traitement pour ta dangerosité de parler toutes ces langues. Tu as dû avoir un suivi psychiatrique. Il y a eu quelque chose qui a été imposé par le tribunal te concernant? Absolument. Le narratif du tribunal et aussi du père des enfants et maintenant de cette femme qui est ancienne employée du foyer, leur narratif c'est que je suis folle. Voilà, ça aussi c'est un thème récurrent dans tous les cas que je connais. Quand d'un jour à l'autre, le parent devient fou parce qu'avant il n'y avait rien du tout. Et la juge, évidemment, dans cette première réunion au tribunal pour confirmer son super provisoire, elle m'a imposé d'aller voir un psychiatre pour me soigner. Alors, entre-temps, là je suis au 4e psychiatre, il y a eu des changements pour des raisons diverses, et chaque psychiatre affirme ou confirme la même chose, c'est-à-dire que je suis grièvement traumatisée par l'enlèvement illégal de mes enfants, mais que j'ai pas de maladie psychiatrique. J'ai rien. Je suis une personne avec un mental intègre, même une personnalité assez forte pour continuer à lutter. Au bout de 4 ans et demi, je suis toujours là, pour mes enfants bien sûr. Et on a donc 4 expertises de psychiatres qui disent que je suis pas folle et que je suis ni schizophrène, ni paranoïaque et tout ça. Et malgré ça, il y a le père des enfants et cette femme qui font leur diagnostic à distance et envoient un mail comme dire « Ah mais on n'est pas d'accord avec tes contacts maman-enfant tant qu'elle ne se soigne pas. » Alors c'est un narratif qui est répété ad nauseam, mais qui n'est pas vrai. Il ne devient pas vrai. Certes, je suis traumatisée. Il n'y a aucun parent qui vit ça sans traumatisme extrêmement grave, également de la part des enfants. Mes enfants ont été constatés d'avoir des traumas extrêmement graves aussi, mais ça ne gêne personne. Et alors, c'est très important d'être suivi d'un psychiatre pendant tout ce temps pour avoir quelqu'un qui est toujours là, qui dit « Non, Madame la juge, on vous l'a écrit déjà 4 fois, Madame Fonseca n'est pas malade mentalement. » Mais comme avec toutes les preuves, c'est aussi, on voit ça dans tous les cas, les preuves qu'on a et qui n'entrent pas dans le narratif, soit du parent abusif ou de la juge ou des autorités ou du SPMI, tout ce qui n'entre pas, on ne le lit pas. On fait semblant que ça n'existe pas. C'est d'ailleurs aussi le cas du tribunal fédéral à Lausanne. Je ne connais pas l'expression en français, mais en allemand, il y a une phrase célèbre, qui est la phrase la plus écrite à Lausanne, qui dit « On n'entre pas en matière ». Et pourquoi? Parce que s'ils entraient en matière, ils devraient me rendre mes enfants, mais tout de suite. Parce que ça, c'est le bilan de 4 ans et demi, plusieurs avocats. Il y avait à aucun moment, il y avait une raison pour m'enlever mes enfants, même pas pour 1 heure. Quelle est la position des avocats, justement? Ils prennent beaucoup d'argent pour des cas comme ça? Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Est-ce qu'ils sont... Comment ça se passe avec eux? Il y a de tout. Il y a souvent donc, comme moi j'ai pas les moyens, l'avocat est payé par le tribunal. Là aussi, il y a eu plusieurs changements d'avocat. Là, ça fait 3 ans que je suis avec une avocate payée par le tribunal qui, à mon avis, travaille plus pour le tribunal que pour moi. Mais heureusement, il y a et maintenant un 2e avocat aussi qui observe un peu et qui m'aide. Et comme ça, l'avocate, elle doit quand même faire son travail assez correctement, mais elle fait pas 1 virgule de plus de ce qu'elle est obligée. Et il y a donc un autre avocat qui connaît le cas depuis 3 ans. Il est entré
vraiment en matière depuis 2 ans et demi. J'ai au moins 100 000 francs de dette auprès de lui. Il continue toujours et on a, grâce à lui, toute une séquence de, comment on dit ça, de recours, enfin à partir du tribunal du district jusqu'à Lausanne, où c'est d'une évidence, d'une clarté, d'une intelligence et d'une pertinence juridique, ce que je viens de dire, qu'on n'aurait jamais pu m'enlever mes enfants, même pas pour 1 heure. Et c'est différent, enfin, on entend plein d'histoires des avocats. C'est clair, en général, pour un avocat, c'est pas intéressant d'être payé par le tribunal parce qu'on est seulement payé à la fin du cas et puis c'est un tiers peut-être de ce qu'il gagne normalement. Mais il reste très peu, il y a toujours des avocats qui sont restés intègres, qui luttent pour la justice et qui ont finalement pitié des enfants et des mamans et qui continuent à nous aider. Mais il y en a très peu. Et voilà, personne s'y intéresse vraiment. Et pour ces avocats intègres, quelle est leur réaction quand ils voient qu'ils perdent recours contre recours, quand ils voient que la justice ne se fait pas? Quelle est leur réaction? Il y a des réactions différentes. Il y en a qui ont déjà tout compris et qui disent « Notre justice n'est pas une justice ». Et je pense ça, surtout après les derniers 3 ou 4 ans, beaucoup de gens ont compris que c'est une illusion qu'on vit dans un état de justice. Ce ne l'est pas. Et puis il y a d'autres avocats, et je les comprends aussi, qui croient toujours que finalement on a une constitution. Et même si je ne partage pas leur avis, parce que moi je suis de l'avis qu'on n'a plus de justice du moment où ce n'est pas une personne intègre, intéressée par la justice qui juge. Mais il y a donc des avocats qui y croient toujours et qui n'arrêtent pas. Et je leur suis reconnaissante, très reconnaissante même, parce que moi je pense qu'un jour ça va tourner. Et je pense qu'un jour, tous ces gens, tous ces juges, tous ces employés de l'SPMI, de la CESP, ces employés des visites médiatisées, tout le monde qui y a mis les doigts sera jugé. C'est pas aujourd'hui, visiblement, mais j'en suis persuadée. Et je pense que tout le travail qu'on fait maintenant, soit le travail de rendre public ces cas ou le travail juridique d'écrire ces recours tout en sachant qu'ils vont même pas être lus. Je pense que c'est pour après, je sais pas quand ce sera. J'en suis sûre que c'est pas dans 40 ans, comme c'est habituellement en Suisse. Voilà, tu as un site internet aussi, tu as une page Facebook, tu as différents moyens de communiquer tout ça. Alors bien sûr, il faut principalement parler l'allemand. Là, tu nous fais l'honneur de parler très bien en français et on te remercie vraiment de pouvoir partager ça avec les personnes qui parlent français. Tu as des liens pour ça? Il y a des endroits où on peut aller pour voir un peu ton cas plus précisément? Oui, il y a notamment un site web. Peut-être après tu peux le mettre en lien. Ça s'appelle Kinder zurück nach Hause, enfants de retour à la maison. Ensuite, un groupe Facebook avec le même nom. On a un groupe Telegram avec le même nom. Et qu'est-ce que j'allais dire Est-ce que, quand tu as commencé à publier ça, est-ce que ça t'a causé des problèmes justement dans ta relation avec les enfants? J'ai toujours demandé aux enfants si je pouvais faire ça, s'ils étaient d'accord. Et on s'est mis d'accord dès le début sur des pseudonymes. Alors ils connaissent leurs pseudonymes. Évidemment, ce n'est pas leur nom que je mentionne dans mes vidéoblogs ou dans les interviews. Ils sont d'accord. C'est clair qu'on a On m'a reproché souvent les vidéoblogs que je fais. Les interviews que j'ai données, on m'a rarement reproché. Mais dans les vidéoblogs, je nomme les agresseurs et je nomme la juge et j'ai une liste de tous les coupables. J'y suis au numéro 84 à peu près et j'ai tout publié. Alors c'est clair, ils sont pas d'accord et ils essaient de porter plainte contre moi, surtout pour diffamation. Mais article 174. Mais pour le moment, ils n'ont pas abouti parce que
je dis des choses pas très jolies, enfin même très graves. Mais comme c'est la vérité, ça ne qualifie pas comme diffamation. Et je dis des choses très graves sur la juge, sur cette femme, sur le père des enfants, avec leur nom, je le rends public. Et on ne peut pas me le reprocher parce que c'est dans un intérêt public. C'est une des raisons pour laquelle je fais aussi cette interview. C'est pour rendre attentif déjà les enfants, les parents concernés. Vous n'êtes pas seuls. Ayez le courage de vous exprimer parce que ça, je peux vous dire, vous aurez des répercussions ou représailles. Même si vous ne dites rien, on coupera le lien parent-enfant parce que c'est ça leur but. Alors autant en parler. Et le plus parents qu'on est à en parler, les gens vont se rendre compte que c'est pas un cas unique, que c'est pas une maman folle, hystérique, mais c'est une chose systémique que peut arriver à tout le monde. Et ça, si on réalise ça, ça fait tellement mal, parce qu'on a tellement peur, et tout s'écroule, que c'est plus facile pour la plupart des gens de me montrer du doigt ces mamans, enfin moi ou d'autres mamans désenfantées, de les montrer du doigt et dire « Ah, il y a dû avoir quelque chose forcément, parce que sinon, on ne lui enlève pas les enfants. On est en Suisse. » Mais du moment où on comprend que ça peut arriver à tout le monde et que ça arrive à Genève, en canton de Vaud, à Zurich, à Lucerne, en Tourgovie, partout, du moment où on s'est réunis, du moment surtout où on se rend compte que c'est dans la Suisse entière, c'est pas seulement à Genève. On en parle de Genève parce que là, il y a des personnes comme toi qui en parlent. Mais je pense que c'est important de se réunir à travers les frontières linguistiques. C'est un des buts que j'ai en entretenant ces contacts avec d'autres mamans ou d'autres parents dans d'autres pays pour se rendre compte. D'un côté, c'est lourd d'entendre ces histoires parce que c'est à chaque fois, c'est retraumatisant. On dit oui, mais moi aussi j'ai vécu ça. Et de l'autre côté, on se sent moins seul. Mais ce qui serait important, c'est vraiment de se réunir, de s'affirmer, de sortir de cet isolement où on se trouve quand on perd les enfants. C'est un stigma très très grave. Il y a aussi une pression énorme, si on revient au moment où tes enfants ont été pris, il y a 8 personnes qui sont venues ici, tu nous as dit tout à l'heure, et en fait, tu dis que ça c'est quelque chose qui est systémique. Systématiquement, ils viennent à beaucoup de personnes, des fois avec la police, des policiers qui viennent aussi avec, pour faire pression sur les parents, pour rentrer dans la maison, pour prendre l'enfant de force. Et là, tu dis qu'on peut aussi déjà à ce stade-là résister. Je pense pas, enfin peut-être que je me suis mal exprimée, à ce stade-là, quand ils débarquent dans l'appartement. Enfin, c'est un cas qui est assez systémique. C'est pas que toi où ils sont arrivés à 8 parce que tu es très dangereuse. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est systémique et qui est là pour qu'il n'y ait pas de discussion en fait au moment de la prise de l'enfant. C'est ça, à ce moment-là, on ne peut pas discuter. Et c'est aussi fait, ils viennent à 8. Enfin, tout le monde était au courant, les 3 flics, les travailleurs sociaux, le président de la CASP, la vice-présidente de la CASP. Ils sont entrés ici, ils savaient que mes enfants ne sont pas en danger. Mais comme ils sont à 8, chacun a peur de dire quelque chose parce qu'il dit « Ah, si moi je dis quelque chose, il y a le président de la CASP, du SPMI, je peux rien dire. » Alors, c'est pour faire pression à eux aussi. Là, ils sont venus carrément avec le président du SPMI zurichois. Et la vice-présidente, fraîchement elle est sortie du coiffeur. Non, mais c'est à vomir. Hein. Et puis 3 travailleurs sociaux, et 2 travailleurs sociaux, 3 policiers, 2 hommes policiers et une femme. Ils étaient en uniforme policier ? Non, ils étaient en civil, mais ils avaient les menottes. Alors, à un moment, ça a duré 1h30. Il y a sur YouTube des vidéos d'enlèvement. Je pense,
Enfin, moi, évidemment, j'arrive pas à regarder ça, mais on devrait regarder ça au moins 1 minute. C'est vraiment une horreur qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors, chez nous, ça a duré 1 heure et demie, et donc un des flics avait les menottes, et à un moment ou un autre, j'ai dit, alors ils sont pour moi ces menottes? Et il dit, non, non, ça fait partie de l'uniforme, mais il était en civil. Et là, je savais, pendant cette 1 heure et demie, on est comme ça, on est en habit civil. J'étais parfaitement consciente, si je dis un mot à haute voix, ils vont me mettre les menottes. Alors j'ai essayé de... Enfin, c'est impossible de garder son calme, on a pleuré. Et, mais ils font ça justement pour ne pas laisser le choix. Mais je connais un cas à Bâle où ils ont débarqué à 3. Et là, la maman a réussi à les renvoyer. Je ne sais pas comment elle a fait, elle me l'a raconté personnellement. Elle a réussi. Et là, ils étaient que 3. Et ils étaient peut-être, il avait un doute ou je ne sais pas quoi. Mais chez moi, ils ont pris toutes les mesures pour être sûrs que ça marche. Et les enfants n'ont même pas pu dire au revoir au chat. On vient de voir passer le chat ici. C'est ça, oui. Non, il y a un des flics qui a pris ma fille aînée au bras et elle a crié de douleur. Elle a dit « Aïe, tu me fais mal !» Et après, on les a embarqués dans la voiture. Et après, on avait encore droit aux visites. Alors, à chaque fois qu'on se voyait, ils m'ont dit « Mais on n'a même pas pu dire au revoir au chat et au chien. » Le chien, après, je l'ai emmené aux visites. Alors, une fois, à une des visites médiatisées, j'ai embarqué les 2 chats, sans rien dire à personne. Et les enfants, évidemment, étaient ravis. Et pour moi, c'était aussi extrêmement important parce qu'un des chats est déjà mort, le chien aussi. Alors, au moins, ils ont dû revoir leurs animaux avec lesquels ils ont grandi pour leur dire au revoir. Ils ne savaient pas que c'était la dernière fois, mais c'était mieux de pouvoir dire au revoir que de rester avec ce manque de ne même pas avoir pu dire au revoir au chat avec lequel on a grandi. Je reste sans voix quand j'entends tout ça et je suis vraiment très bouleversé d'entendre toute cette violence qui est finalement pas nécessaire et puis qui semble être systémique, pas qu'à Genève, pas qu'à Zurich, mais dans toute la Suisse, dans d'autres pays peut-être aussi. Quand je t'ai demandé pour cette interview, je t'ai proposé d'être anonyme, de ne pas forcément montrer ton visage. Tu m'as dit, mais j'ai rien à perdre. Vraiment aujourd'hui, quel est l'espoir que tu as de pouvoir voir tes enfants ? Je crois que l'espoir le plus réaliste, c'est attendre un miracle. Au niveau juridique, tant qu'il y a ces mêmes personnes dans ces mêmes fonctions, on n'a aucune chance. Un autre espoir, c'est que mes filles, maintenant, elles ont 12 et 10 ans. Elles doivent avoir accès, enfin, elles sont extrêmement surveillées. Elles ne peuvent pas faire un pas toutes seules. Il y a toujours le père qui les conduit à l'école, même si c'est 10 minutes à pied. Enfin, elles sont extrêmement surveillées, mais je pense qu'un jour, ils vont avoir accès à Internet. Et comme j'ai vraiment beaucoup de matériel sur beaucoup de canaux divers sur Internet, dans l'espoir qu'ils découvrent ça, qu'ils découvrent aussi, je me suis mis à la peinture, à l'aquarelle, il y a 2 ans et demi. Et là, on voit quelques peintures. Et j'ai fait une boutique en ligne, pas seulement avec les peintures, mais aussi je fais imprimer mes peintures sur des produits, sur des tasses par exemple, des coussins, des vêtements, des sacs, des serviettes, enfin plein de choses, dans l'espoir aussi que mes enfants voient les choses magnifiques que je fais sont belles et qu'elles comprennent, mais notre maman, elle ne peut pas être tellement malade si elle fait des belles choses comme ça.
Et ça aussi, c'est une chose que j'ai jamais compris et je comprendrai jamais. Pourquoi il n'y a aucun parent d'une copine de mes filles qui dit un jour « Allez, on va appeler maman ». Ils ont peur de quoi? C'est quelque chose que je comprendrai jamais. Et c'est l'espoir aussi que quelqu'un montre à mes filles, soit la boutique en ligne ou une vidéo ou quoi que ce soit, pour leur montrer votre maman est en vie, votre maman pense à vous chaque jour, chaque minute, à chaque respiration. Elle reste forte pour vous, elle lutte pour vous et elle vous attend. Et qu'un jour peut-être, mes filles prennent le train et rentrent à la maison, chez leur maman. Ouais, on entend vraiment des histoires horribles, parce que ça me touche beaucoup. Et voilà, de devoir compter sur un miracle, est-ce que c'est suffisant? Enfin voilà, est-ce que vraiment... je- je- j'en perds un peu mes mots. Tu parles à un moment de torture blanche, cette torture psychologique. C'est une torture qui n'a pas de son, mais qui est une véritable torture. Tu veux peut-être nous dire un mot là-dessus? C'est ça, c'est pas moi qui ai inventé cette expression. On parle de torture blanche, justement, comme tu as dit. On n'est pas, on nous ouvre pas la peau, mais on nous inflige des douleurs tellement extrêmes que ça revient à la torture, aussi parce que c'est gratuit, c'est vraiment c'est des plaisirs sadistes, dirais-je, faire tellement mal à des gens qu'on connaît même pas ou qu'on connaissait même pas. C'est vraiment, si on est une personne humaine normale, on n'arrivera jamais à comprendre la motivation de ces gens-là. Moi, je les appelle même pas humains, je les appelle des personnes peut-être ou des gens, mais ce ne sont pas des humains parce qu'ils n'ont pas cette qualité humaine qui est la compassion, qui est de ne jamais faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et quand je parle de miracle, c'est oui, c'est aussi un niveau spirituel ou comment on dit, savoir avec la foi, parce que sans ça, on n'y arrive pas. Hein. Enfin, pratiquement tous les parents qui sont toujours là et luttent, on a recours à une spiritualité, à une foi qui nous aide à supporter, qui nous aide à nous lever tous les jours. Quand je parle de miracle, bon, c'est d'un côté ça, et j'y crois vraiment, et ça existe. Mais je crois aussi, un espoir, c'est aussi que les gens, finalement, se révoltent, qui se lèvent, qui se mettent ensemble, qui disent « on en a marre de cette justice qui n'est pas une justice ». On en a marre qu'on nous détruise nos enfants. On en a marre de tout ça. Et on n'en veut plus. Et je pense que c'est ça le moment où tout ça doit arrêter. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de méchants, ou comme on veut les appeler. Il y en a, trop même. Mais ce dont ils ont absolument besoin, c'est la masse qui se tait. C'est vraiment la base de tout crime, c'est la base de toutes les infractions de loi qu'on vient de citer. C'est les gens qui regardent de côté, qui disent « Ah, tant que c'est pas mes enfants, je vois rien, je dis rien ». Enfin, le truc des trois singes, non? Et c'est ça un peu l'espoir que les gens comprennent que même si ce n'est pas leurs enfants qui comprennent, ça peut leur arriver parce que ça arrive à ma voisine au canton de Genève, ça arrive à ma voisine au canton de Vaud, ça arrive à la voisine au canton de Berne, ça arrive partout. Et qu'ils fassent ce pas, voilà, pour dire on en a marre. Et c'est ça le moment où ça doit arrêter parce que les méchants, comme je les appelle, ou les sadistes, ou il y a plein d'autres noms, ils ont besoin des gens qui disent rien, ils ont besoin, c'est ça la base pour chaque crime. Et si cette base arrête de se taire et dit, on n'en veut plus, c'est le moment où ça arrête.
Mais il n'y a pas que la population qui se tait, il y a aussi, tu as organisé même une conférence de presse. Et la presse, finalement, quelle est sa réaction? La presse, il y a dans ma liste des coupables, de 84 coupables, il y a beaucoup de journalistes aussi, parce qu'ils jouent un rôle crucial dans tout ça, parce que c'est eux qui créent cette ambiance de forcément il y a dû avoir quelque chose, sinon on n'aurait pas enlevé les enfants, on est en Suisse, parce que c'est les médias qui créent cette image, et c'est à vomir, il n'y a pas d'autre expression. Maintenant, en Suisse alémanique, la KESP, on a fondé la KESP en 2013, KESP donc l'équivalent du SPMI. Ça existe seulement depuis 2013. Avant, il y avait d'autres autorités qui commettaient les mêmes crimes. C'est une longue tradition helvétique et ailleurs aussi de détruire les enfants et les mamans. Mais c'est donc la presse qui... et maintenant, en 2023, il y a eu beaucoup d'articles. 10 ans de KESP, c'est quoi enfin, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a eu toute une propagande, mais vraiment, c'est dégoûtant, une propagande qui va dans le sens, voilà, il y a des cas uniques où ça marche pas bien parce que les employés ont trop de boulot, mais en général, il faut dire que c'est professionnel. Voilà, toutes ces phrases qu'on a entendues 1000 fois et qui sont pas vraies. Et si la presse si les journalistes prenaient vraiment leur rôle au sérieux, c'est-à-dire être le quatrième pouvoir dans un État, d'être investigatif ou tout ça, c'est avec ces jolis adjectifs, s'ils se prenaient au sérieux, ils présenteraient un cas comme le nôtre, par exemple, comme il y en a des centaines en Suisse ou ailleurs, et s'ils présenteraient vraiment à fond, avec tous les documents qu'on a, cette image s'écroulerait, mais sur le champ. Cette image que voilà, forcément, il y a eu quelque chose. Et c'est la presse, moi, c'est un des plus grands reproches que j'ai, pas seulement aux tribunaux, mais aux journalistes qui font pas leur boulot. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. On l'a vu dans les derniers 3 ans, ils font pas leur boulot, ils sont de la propagande, ils protègent les agresseurs, ils protègent les coupables et ils font tout simplement pas leur boulot. Ils ne méritent pas d'être appelés journalistes. Et ils ont un rôle crucial que ça s'arrête. Tu parles de miracle, je vois que toi tu es vraiment un miracle. Tu es toujours debout malgré toutes ces années, malgré toutes ces tortures, cette torture blanche dont on parlait. Qui effectivement, il y a une omerta dans la presse, il y a une omerta aussi dans le public. Mais je pense que vraiment grâce à des gens comme toi, ce miracle peut arriver. Et je vais me dire que si on veut un miracle, il faut toujours lui donner sa chance. Et je vois que tu fais ça et tu es une femme très courageuse. Et on pense beaucoup à toi et à tes enfants. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose encore? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire encore d'important pour cette interview? Pour les romans qui découvrent sûrement Stupéfait que aussi à Zurich, c'est la même chanson? Ben, je pense que j'ai plus ou moins dit ce que je voulais dire. Comme j'ai dit, je pourrais parler pendant une semaine sans arrêter. Et j'ai pris de notes et je voulais parler d'autres articles qui ont été violés. Mais en gros, c'est ce que j'ai dit, que qu'on se lève comme parents concernés et comme parents non concernés, qu'on se montre solidaire à ces parents torturés, qu'on arrête de les désigner du doigt et surtout qu'on se met ensemble. Ça fait 4 ans qu'on essaie dans les médias sociaux de se réunir, mais c'est extrêmement difficile et peut-être, toi avec Agora TV, vous jouez un rôle important parce que vous, les médias alternatifs, vous nous donnez une plateforme et c'est grâce à des gens comme toi qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et c'est ça le but. Enfin, tout seul, on n'y arrivera jamais. Mais si on réalise, déjà en Suisse, si on traverse le Röstigraben, je ne sais pas comment on dit en français,
Mais si on réalise qu'on est dans le même enfin, on est dans la même situation, on lutte contre le même problème systémique qui est un crime systémique contre les enfants. Le Rushdie-Graben, ça se dit aussi Rushdie-Graben en français, donc c'est vraiment un français impeccable. Et c'est vrai que pour réaliser un miracle, c'est ensemble qu'on peut le réaliser. Et vraiment, je te remercie et on te remercie pour ce témoignage bouleversant, hein, que j'espère qu'il va être partagé et puis qui va être, voilà, qui va vraiment amener ce déclencheur qui est nécessaire à créer une masse suffisante de gens qui disent maintenant ça suffit. C'est pas seulement pour les parents qu'on entend comme toi, mais c'est aussi surtout pour les enfants, tous ces enfants qui sont privés d'enfance, qui sont privés de parents. De nouveau, je rappelle, moi j'ai même un ami d'enfance qui lui s'est fait battre toute son enfance, il aurait aimé pouvoir être sauvé. Donc, mais même dans ces cas, ça ne justifie pas toute cette coupure de contact, toute cette manière de traiter les enfants, de traiter les parents, d'empêcher tout contact avec les parents, et puis voilà, de bafouer la loi, comme on a ici. Tu as effectivement beaucoup d'articles, je les mettrai après aussi, comme ça les gens peuvent voir un petit peu tous ces articles qui ont été violés. Il y a la Constitution, il y a le Code civil, il y a beaucoup de choses. Tu m'as préparé un petit peu tout ça. Et voilà, je le mettrai aussi dans l'interview pour vraiment montrer que c'est pas juste une petite affaire. Ça concerne les enfants, ça concerne la justice qui, elle a un vrai problème. Mais bon, quand on a un problème de haie avec son voisin ou d'avoir touché sa voiture, bon ben, les tribunaux, s'ils sont un peu corrompus, ben, ma foi, c'est une histoire de voiture, là, c'est une histoire d'enfant. C'est ça, ouais. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je crois que c'est vraiment essentiel que ce message puisse être transmis à un maximum de gens et que tu puisses effectivement être entendu. Et à travers toi aussi, tous les autres parents que tu connais. Et volontiers, s'il y a des nouvelles choses à nous dire, n'hésite pas à nous solliciter. Merci Corinne. Merci.